On va peut-être redémarrer, puisque les animateurs sont là. Bon, très bien. Bon, ben, je vous laisse la parole alors. Merci, du coup, merci Bernard. On ouvre donc ce deuxième atelier. Deuxième atelier coordonné par Ludovic Martin et moi. Je commence juste par le présenter, cet atelier. Donc, cet atelier 2 pose deux questions. Hein. Peut-on définir un ensemble type d'activités composant un dispositif destiné à rendre capable ou à développer des compétences en s'appuyant sur un système de ressources? Y a-t-il des règles qui organisent le système de ressources? Donc, cet atelier est composé de trois communications. Ludovic et moi, on a choisi de modifier l'ordre annoncé dans le programme. Donc, je vous présente l'ordre que nous avons convenu avec les intervenants pour cet atelier. Donc, première présentation, c'est Lola Scheer et Grégory Munoz. Donc, Lola Scheer est diplômée en sciences de l'éducation, spécialité didactique professionnelle à l'Université de Nantes. Elle est également formée à la pédagogie Montessori. Et si nous avons bien compris, elle va présenter une large partie de son travail de master. Donc, cette présentation s'intitule « Les plateaux Montessori utilisés comme système d'instrument, études de cas auprès d'enseignantes ». Donc, ce sera notre première présentation. La seconde, eh bien, ce sera la mienne, intitulée « Sujet capable et système de ressources, la substituabilité comme situation de potentiel développement ». Et pour me présenter rapidement, ça a été dit tout à l'heure, je suis professeur associé à l'Université Paris 8, docteur en ergonomie et ergonome européen. Enfin, donc notre troisième dernière intervention sera assurée par celle assurée par Guillaume Philippot et Béatrice Savario. Guillaume Philippot est donc docteur en médecine. Il est titulaire d'un master en sciences de l'éducation à Rouen. Il est également concepteur, coordonnateur pédagogique et chef de service du Centre d'enseignement et de simulation en santé de Martinique. Béatrice Verquin-Savario, hein, notre collègue présente aujourd'hui, étant maître de conférence à l'Université de Rouen au CIRNEF. Donc, ce sera la troisième communication qui s'intitule « La simulation, un incubateur pédagogique de motivation et compétences sociales pour les étudiants en médecine ». Est-ce que Ludovic, tu prends la suite? Oui, je peux juste rajouter quelques mots pour ce qui concerne le fonctionnement de notre atelier. Trivialement, je vais servir de maître du temps, de gardien du temps. Ça a bien fonctionné pour le premier atelier. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour le nôtre, de manière à ce qu'on préserve un vrai espace de discussion, comme ça a été le cas lors du premier atelier. Donc, je demande à chacun des trois orateurs de bien conserver les 10 minutes prévues. Le nombre de diapos devrait permettre ça. On réservera après chaque communication 2 ou 3 minutes si d'aventure les auditeurs avaient des précisions à obtenir sur les méthodes, sur les concepts, sur les résultats. Et puis après, on les intégrera à un moment de discussion spécifique sur chacune des communications. Et on devrait avoir, comme ça a été le cas pour le premier atelier, un temps de discussion générale. On a, Gaëtan et moi, une petite idée d'une orientation de la discussion, mais on laissera bien sûr les auditeurs en décider. Voilà. Donc, Lola Scheer et Grégory Munoz, pardon, je crois que je n'ai pas représenté Grégory, donc maître de conf à l'Université de Nantes, Ukraine. Je pense que vous avez la main. Oui, alors je ne vois pas Lola Scheer dans la liste des participants. Bonjour, bonjour. A priori, elle a un problème pour se connecter. Je viens d'avoir un mail de sa part. Alors, j'espère qu'elle va réussir à se connecter. Je lui ai renvoyé les liens. Oui. Elle a un problème d'ordinateur, en fait, un plantage d'ordinateur. Alors, j'espère qu'elle va réussir. Sinon, je vais prendre la main si nécessaire. Du coup,
pas, on arbitre là. Est-ce qu'on inverse l'ordre, Ludovic? Est-ce qu'on propose, je sais pas, en commençant par finalement la dernière viendrait la première, je ne sais pas. Ça ne vous Grégory, embête pas? je sais pas, Grégory, si tu penses que effectivement, si ça risque de mettre un petit peu de temps, c'est peut-être. Je veux bien, ouais, si ça ne vous embête pas. Excusez-moi. Hein, OK. Donc, Guillaume Philippot, je vois que vous êtes présent. Est-ce que ça vous est donc possible, contrairement à ce que je venais d'annoncer, de débuter? Oui, bonjour à tous. Je suis d'accord pour inverser, oui. Merci beaucoup. Donc, je pense que voilà, vous avez la main pour pouvoir projeter le support. Oui, je viens de lui donner la main, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, est-ce que ça passe bien? Très bien. Parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, donc je réagis en direct. Si c'est possible de brancher ta webcam, Guillaume. Vous êtes en train de partager. Alors, arrêtez. Pour moi, elle est censée être branchée. Caméra FaceTime. Normalement, il y a la webcam. Vous ne me voyez pas? Non. Non. Alors, j'ouvre les préférences système. Ça va peut-être couper momentanément. Sinon, je peux partager, Guillaume. Hein. Appareil photo. Autoriser les applications. Je crains qu'on ait perdu Guillaume Philippot. Oui, il est de nouveau là. Voilà. Bon, pour les habitués des colloques en présentiel, on a toujours aussi des problèmes de ce genre. Il n'y a pas que en distanciel. Vous m'entendez là, Guillaume Philippot? Oui. Oui, très bien. Donc là, normalement, vous devriez voir la caméra dans 2 secondes. Oui, Parfait. tout à fait. Donc là, vous me voyez. Impeccable. Oui, tout à fait. OK. Donc ça a traversé l'Atlantique, sous l'eau ou dans les airs, il n'y a pas de souci. Je partage l'écran. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que là, tout va bien. Donc, je démarre le chrono. Hop. Donc, en fait, bonjour à tous. Merci d'avoir retenu cette communication et de nous avoir donné l'occasion de présenter un travail préliminaire du futur doctorant que je suis, avec le projet d'être accompagné par Béatrice Savario. Donc, vous avez bien synthétisé, vous m'avez présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Je suis un médecin urgentiste pédagogue. J'ai choisi de vous parler de la simulation, qui est une méthode pédagogique active. Et puisque l'intérêt de la simulation a pris de l'ampleur depuis quelques années en sciences de la santé, et en particulier pour contextualiser
et immerger les apprenants dans des situations réalistes, puis de pouvoir assurer un débriefing qui est le temps de la réflexivité et du conflit socio-cognitif. Alors, cette étude s'intègre dans le cadre d'un projet de thèse dont l'idée de départ est d'explorer les voies possibles d'un changement de paradigme d'apprentissage en sciences de la santé, plaçant l'apprenant comme acteur principal de sa stratégie d'apprentissage. Le contexte régional aux Antilles-Guyane comprend un projet de mise en œuvre d'un deuxième cycle des études médicales pour une faculté de plein exercice à l'Université des Antilles et également une volonté de changer le paradigme pédagogique de la gouvernance de l'UFR Santé. Donc, dans ce cadre, nous envisageons de suivre la progression des étudiants de deuxième en quatrième année de médecine, notamment en observant les influences de la simulation sur le développement des compétences professionnelles médicales en stage. Un autre axe est d'optimiser les voies de professionnalisation des enseignants en simulation en visant une transformation en pédagogue actif, accompagnateur, facilitateur, débriefeur et ainsi producteur de réflexivité et de conflits socio-cognitifs. Nous avons conçu donc dans ce contexte de l'apprentissage par simulation un programme pédagogique baptisé SimSemio. Ce programme consiste en une demi-journée de contextualisation en centre de simulation en santé, intégrée à une semaine de stage sémiologique en service hospitalier, et ce pour les étudiants donc, de DFGSM 2 et 3. DFGSM, c'est le diplôme de formation générale en sciences médicales. L'intérêt de ce programme, c'est de reproduire des environnements avec différents outils de simulation, procédurale, réalité virtuelle, haute technologie, patient simulé et également patient hybride qui associe le patient simulé avec de la simulation procédurale. Il s'agit donc pour l'équipe pédagogique de permettre à ses étudiants de découvrir en contexte les pratiques ou les gestes. Donc, nous avons choisi dans cette communication d'étudier les effets de la méthode de simulation sur le processus de développement des compétences cliniques, processus de professionnalisation des étudiants. Notre observation s'est focalisée en particulier sur la motivation pour apprendre des étudiants dans ce contexte de simulation, et puis sur le développement de leurs compétences sociales. L'apprentissage, nous avons retenu en particulier la définition des compétences sociales de Canning, qui nous semble particulièrement adaptée à la simulation médicale. Donc, en considérant comme socialement compétent le comportement d'une personne dans une situation particulière qui concourt à la réalisation de ses propres objectifs en adoptant un comportement socialement acceptable au regard des normes de sa profession. Du point de vue méthodologique, il était prévu d'étudier une cohorte d'environ 70 étudiants bénéficiant d'une session de simulation, puis de comparer leurs performances en juin 2020 par rapport à un autre groupe d'étudiants de 70 personnes n'ayant pas bénéficié de la simulation, dans le cadre d'une évaluation terminale type ECOS, examen clinique objectif structuré. Cependant, la crise sanitaire a réduit notre échantillon de recherche à 35 étudiants et a entraîné de facto l'annulation de l'évaluation expérimentale par l'UFR. Donc, nous allons présenter les résultats sur cet échantillon de 35 étudiants ayant bénéficié de la simulation. Donc, notre problématisation a été: la simulation influence-t-elle la motivation et les compétences sociales des étudiants en médecine, donc en deuxième et en troisième année en cours de professionnalisation, avec donc deux hypothèses suivantes. Les étudiants en médecine
en stage de sémiologie qui bénéficient d'apprentissage par simulation développent plus facilement la confiance en soi et les compétences sociales avec les patients, les familles et les équipes de soins. Deuxième hypothèse, la simulation participe au développement de la motivation et en particulier du sentiment d'efficacité personnelle des étudiants en situation d'apprentissage clinique. La problématisation de notre recherche, de notre question de recherche, nous a amené à questionner, suivant la grille d'analyse qui est affichée, le sentiment d'aise, les émotions et la motivation. Alors, du point de vue de cette analyse, nous avons étudié 4 axes. La mesure des effets de la simulation sur le développement des compétences perçues par les étudiants. Deuxième axe, la mesure des effets de la simulation sur les émotions perçues par les étudiants. Troisième axe, la mesure des effets de la simulation sur le développement de la motivation et de la confiance en soi des étudiants. Et quatrième axe, la mesure de la motivation des étudiants après une session de simulation. Alors, les principaux résultats nous permettent de montrer un développement du sentiment d'aise et des compétences sociales, une diminution du stress globalement pour tous les axes, avec un petit bémol pour le contact avec la famille et le moment de l'examen pour les gestes intimes. Au point de vue de la motivation et de la confiance en soi, donc, il y a 2 axes. Les étudiants sont d'une part très motivés pour suivre des séquences de simulation. Cependant, pour la confiance en soi, les chiffres ne montrent pas vraiment d'amélioration entre le avant et après la session de simulation. On peut expliquer probablement en grande partie cet effet par la jeunesse des étudiants. C'est le début de leur cycle et il y a de nombreux enjeux et ils ont un besoin important d'être rassurés et d'apprendre progressivement. Enfin, la motivation après simulation, donc, où on a évalué les critères, en particulier de motivation interne, motivation externe, et donc la perception de contrôlabilité, sentiment d'efficacité personnelle ainsi que valeur de la tâche. Globalement, on retrouve chez la quasi-totalité des étudiants une perception de contrôlabilité et perception de la valeur de la tâche. Cependant, pour un étudiant sur 5, on constate qu'il y a une faible motivation pour 5 indicateurs sur les 7, et donc en particulier les indicateurs de sentiment d'efficacité personnelle et de motivation externe et interne. Donc, ceci nous amène les résultats nous ont amené à valider l'hypothèse 1, valider partiellement l'hypothèse 2, donc la simulation participe au développement de la motivation et en particulier du sentiment d'efficacité personnelle des étudiants en situation d'apprentissage clinique. Cependant, plusieurs questions ont émergé et nous avons d'ores et déjà adapté le programme expérimental pour la nouvelle session qui a commencé en janvier 2021. Donc, en particulier, le projet d'interroger les indicateurs motivationnels en pré-test et puis d'investiguer les émotions de façon plus précise, en particulier sur des critères de sueur, fréquence cardiaque, voix, l'examen des pupilles ou le cortisol salivaire, donc avec des données beaucoup plus techniques et objectives. Nous avons également optimisé le temps pédagogique et la construction du continuum de dispositifs tutorales, puisque cette session de simulation avait bien l'objectif de s'intégrer à une semaine de stage, donc d'alterner la session de simulation avec des examens sur des vrais patients de façon accompagnée par les enseignants universitaires.
Alors, en synthèse, nous dressons que la simulation est effectivement un incubateur de compétences non techniques et donc de développement de gestion de facteurs humains, en particulier donc développeur de compétences sociales, développeur de confiance en soi, qui est un bon indicateur de professionnalisation. Nous pouvons regretter l'impact que la crise sanitaire a eu sur notre recherche. Cependant, nous avons d'ores et déjà, donc, cette année, bon espoir d'arriver au terme du processus d'expérimentation avec la réalisation de l'évaluation terminale sous forme d'examen clinique par objectif structuré, puisque à ce jour, là, nous avons rassemblé déjà une 60aine d'étudiants depuis janvier 2021. J'aimerais, pour conclure, mettre en lien la simulation en santé avec le concept de situation d'apprentissage instrumenté. Le simulateur étant un artefact, le simulateur étant également un instrument en situation. Et dans ce cadre, et dans le cadre de nos sessions de simulation, le débriefing convoque 3 médiations. Médiation à l'objet, médiation interpersonnelle et médiation réflexive. Je fais référence en particulier là au modèle de l'activité instrumentée de Rabardel et la question de la genèse instrumentale. Enfin, nous pensons que les étudiants qui sont soumis à ces sessions de simulation ont surtout besoin d'une grosse réassurance en début de session de simulation avec un briefing leur permettant de les intégrer, de leur réexpliquer le droit à l'erreur, le principe que les espaces de simulation sont des espaces protégés, sécurisés, où il n'y a pas de jugement, et on leur laisse le droit en sécurité d'apprendre à soigner le patient, à examiner le patient. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt pour les questions. Très bien, merci Guillaume. On a un petit peu débordé, mais effectivement le sujet méritait probablement pour une partie de l'auditoire d'être un petit peu détaillé. Ce n'est pas forcément très bien connu, la simulation en santé, donc merci d'avoir rappelé les principaux tenants pédagogiques de cette pratique. Le temps que les gens réagissent… Alors, il y a déjà une question dans la conversation de Lara Poitrin. Je l'ai vue. Je préférais la garder pour un petit peu après, puisqu'elle ne concerne pas le même public apprenant. Elle concerne les internes, donc des étudiants de 3e cycle. Mais je l'ai vue. Bon, moi, j'ai lu cette communication, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. On connaît votre centre de simulation et je pense que vous connaissez le nôtre à Angers. Donc, il y a vraiment beaucoup de travaux qu'on pourrait articuler. J'ai été extrêmement intéressé par ce travail lié à l'évaluation de la motivation des étudiants. C'est quelque chose que nous, on n'a pas fait depuis très longtemps à Angers, mais en particulier parce que la simulation est développée lors des premières années depuis longtemps et on a peut-être oublié en fait, de réinterroger cet élément essentiel. Là où je voulais en venir, c'était est-ce que vous pensez que les résultats qui concernent la motivation, le sentiment d'efficacité personnelle est fortement corrélé au stress? Vous avez conclu sur ce point en disant qu'il fallait réassurer au début. Il y a probablement de la place également pour réassurer à la fin lors du débriefing. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez imaginé d'autres façons de faire? En particulier, est-ce que vous pensez pouvoir recourir au tutorat par les pairs, comme nous avons essayé de le faire ici? D'accord. Effectivement,
le stress a une part non négligeable. La majorité des étudiants qui se présentent en centre de simulation, même s'ils ont été préparés et s'ils sont globalement satisfaits de venir participer à un enseignement par simulation, ont la peur d'être observés. Donc, même en diminuant cette crainte par les effets de technique avec la vidéo, donc en séparant les apprenants observateurs qui sont filmés pour une retransmission directe pour les apprenants observateurs pendant les 10 à 15 minutes de mise en situation. Donc, même si on arrive à diminuer ce stress, on n'arrive pas à le gérer complètement. Je pense que ce qui est important, c'est d'évaluer l'axe du tutorat, parce que comme c'est quelque chose de nouveau, la simulation à la faculté de médecine, en particulier chez nous aux Antilles, il faut envisager l'axe des enseignants. Et donc, une autre perspective de notre recherche est d'étudier la relation pédagogique en pédagogie universitaire, d'interroger la posture de l'enseignant, la transformation de cette posture pour passer d'un enseignement plutôt directif et magistral à un enseignement basé sur la pédagogie active, et donc de suivre sur notre équipe d'enseignants universitaires dans le temps le changement de posture. Pour ce faire, on a mis en place des formations, donc j'en citerai deux. Ça fait 5 ans qu'on fait une formation de formateur en simulation, et là, à partir de cette année, on l'a universitarisé, donc ça va être une attestation universitaire. D'ailleurs, on a suivi le modèle d'Angers qui m'a été conseillé il y a 2-3 ans par le professeur Grandry, qui a eu la gentillesse de nous parrainer au moment d'un colloque en Martinique. Et donc la deuxième formation qu'on met en place pour développer la compétence, en particulier de débriefeur, mais plus généralement développer les méthodes de pédagogie active au sein de l'université et de l'hôpital. C'est un diplôme universitaire qu'on devrait démarrer en octobre 2021, donc, dont le thème sera pédagogie appliquée aux simulations en santé au pluriel. Voilà. Donc, ce sont les deux axes. Je pense que ce qui est compliqué parfois aussi, sans vouloir être trop long, mais ce qui est compliqué aussi pour les étudiants, c'est parfois de se retrouver avec des enseignants en simulation qui sont leurs propres chefs de service ou leurs propres responsables universitaires qui vont délivrer les notes. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué le matin au moment du débriefing pour ces enseignants d'expliquer aujourd'hui, vous avez le droit à l'erreur, il n'y a pas de jugement, c'est une évaluation formative, je ne suis pas votre chef de service, je ne suis pas l'enseignant qui va délivrer la note à la fin de l'année. Donc, c'est aussi un axe à ne pas oublier. C'est pour ça que je proposais, j'ouvrais la discussion sur la possibilité d'un tutorat par les pairs qui permet en fait d'aplanir un petit peu la différence de niveau, toujours, même dans le cadre rassurant du centre de simulation, toujours difficilement perçu par les étudiants, la différence de niveau entre des étudiants qui commencent les études de médecine et des enseignants titulaires. Utiliser les pairs permet d'aplanir un peu les choses. Des pairs correctement formés, on l'a montré, c'est Loïc Bière chez nous qui travaille sur ce sujet, permet d'être un relais pédagogique extrêmement intéressant pour développer de la capacité, incluant parfois, pas toujours, l'utilisation d'instruments. Et c'est des pairs de quelle ancienneté, quelle année d'études? Ça peut être simplement 1 année ou 2 supplémentaires. Parce que c'est vrai que nous, du coup, pour l'instant, on est un peu contraint puisque le N+2, ce n'est pas possible, puisqu'en fait, on n'a que les 3 premières années de médecine. Mais effectivement, ça me paraît une voie intéressante. Alors, une petite chose, c'est que pour essayer
d'améliorer les choses en matière de tutorat qui serait un continuum entre la session de simulation et le stage hospitalier. Sur les services sur lesquels on fait l'expérimentation, les enseignants des services, les enseignants universitaires et hospitaliers ont été formés à la simulation. Pour l'instant, ça représente sur le CHU de Martinique seulement 2 services l'année dernière, médecine interne et rhumatologie. Et là, depuis janvier 2021, on a ajouté, parce que ça commence à faire boule de neige, 4 services supplémentaires, les urgences, le SAMU, la cardiologie, la chirurgie thoracique. Donc là, on a 6 services sur le CHU et on est en train effectivement de former au débriefing, mais former également au tutorat et à l'accompagnement les enseignants. C'est vrai que le stade de former les pairs, ça me paraît une bonne idée qu'on va certainement reprendre dès qu'on sera en faculté de plein exercice. Alors, je vais enchaîner, on va essayer de juste en 2 minutes, si vous voulez bien. Il y avait une question de Lara Poitrin qui concernait la perspective ou non de faire des sessions de simulation à destination des internes cette fois. Oui, eh bien, on a commencé par là. C'est-à-dire qu'à l'ouverture du centre de simulation, nos premiers apprenants ont été des internes et des professionnels de santé en formation continue. Alors, les internes, la transformation qu'on est en train d'opérer, c'est d'institutionnaliser la reconnaissance de la simulation. C'est-à-dire que ça soit une commande qui vienne directement de l'UFR. Parce que pour l'instant, depuis 4 ans, on fait pour différents DES, on organise des sessions de simulation, mais c'est fait à la demande des chefs de service. C'est fait en intra-hospitalier. Sauf pour le DES de médecine d'urgence, où là, il y a un séminaire annuel pendant 1 semaine, chaque année au mois de mai. Donc là c'est vraiment les internes utilisent la simulation et en redemandent, que ce soit du procédural, de la réalité virtuelle, de l'interprofessionnel pour les compétences non techniques, mais ça n'est pas encore majoritairement institutionnel, commandé par l'UFR Santé. Ok. Il y avait une dernière question, mais j'ai bien peur qu'elle soit difficile à gérer dans le cadre d'un colloque comme celui-ci, surtout qu'on a débordé un petit peu le tiers-temps qui était consacré à la simulation en santé. Une question de Lara Lévy, pouvez-vous nous détailler la façon dont se déroulaient les simulations réalisées avec les étudiants lors de votre recherche? Alors, on peut faire ça en quelques secondes. Le programme, donc l'année dernière, ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est le programme expérimental sur une demi-journée. Sur une demi-journée, on avait quelques objectifs pédagogiques majeurs. Le premier était l'hygiène. Et donc, ce programme avait été déterminé avant même le début de la crise sanitaire, donc pour une importance du lavage des mains à apprendre aux étudiants en médecine. Ensuite, nous avions une séquence d'ateliers procéduraux pour apprendre les gestes intimes, donc jamais la première fois sur le patient. Donc là, il y avait 3 gestes sur des simulateurs procéduraux, la palpation des seins, le toucher vaginal et le toucher rectal. Ensuite, on avait un autre atelier qui était de l'apprentissage de l'auscultation cardio-pulmonaire, donc très rapide pour reconnaître quelques bruits, des bruits normaux, des bruits anormaux, poumons et cœur. Et ensuite, la deuxième partie de l'après-midi, on faisait des scénarios, donc des mises en situation, donc 2 sur simulateurs synthétiques, donc des mannequins haute technologie. Un thème était interrogatoire et examen d'un patient présentant une dyspnée, un essoufflement, et deuxième thème, un patient présentant une douleur thoracique. Le troisième et dernier scénario de l'après-midi, c'était un patient simulé, donc un simulateur humain avec un simulateur procédural pour pouvoir faire un toucher rectal. Et donc l'objet était d'interroger un patient et de l'examiner en lui expliquant qu'on va lui réaliser un geste intime et donc de savoir gérer la famille également. Donc on était très axé sur ce troisième scénario, sur le relationnel, la compétence de communication, la compétence sociale de nos étudiants. Voilà, si je veux être un peu court. Bien sûr, on faisait un pré-test et un post-test. Ouais. Merci beaucoup. Je vais rendre la main à Gaëtan de manière à ce qu'on puisse rester à peu près dans le timing.
Oui, merci. Merci Ludovic. M'entendez-vous? Oui, très bien. Oui, vous m'entendez? Bon, Oui. j'ai eu un petit souci et je repasse le… Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, excusez-moi, je mets mon écran de façon confortable pour pouvoir faire cette présentation. Donc, écoutez, voilà, je voulais faire cette présentation donc un souhait récent de ma part de reprendre pour partie des travaux que j'ai menés dans le cadre de ma thèse de doctorat encadrée par des travaux que j'ai faits par la suite autour donc d'une méthode que nous avions développée ensemble, Pierre Bardel et moi, au cours de ce doctorat, qui s'appelle donc la méthode de substitution de ressources, qui donc, vous en doutez bien, s'inscrit totalement et riche de cette conceptualisation et cherche Bon, c'est très haché, Gaëtan. Peut-être que tu peux couper ta caméra pour avoir plus de débit. Voilà, je l'ai fait. J'espère que c'est mieux. Pardon. Donc, je disais, pardonnez-moi, je disais que donc c'était un travail qui s'appuyait donc sur une méthode, qui était la méthode de défaillance et substitution de ressources, développée par Bardel et moi-même au cours de ce doctorat, et qui s'ancre autour de l'approche instrumentale et qui cherchait à avoir une approche des instruments sous un angle systémique. Le constat, à l'époque, fait par Bardel au moment du lancement de cette thèse, était que la proposition qu'il avait faite de l'approche instrumentale concernait instruments de façon unitaire. Et la proposition était donc de regarder ce qu'on peut tous observer dans nos situations de travail, nos situations de vie quotidienne, c'est qu'il y a des systèmes d'instruments. Il y a un ensemble d'instruments, mais qui sont des ensembles particulièrement organisés. Le travail mené alors a montré qu'il y avait non seulement des instruments, au sens artefact SHEM, objet de l'activité en situation menée par le sujet et les médiations, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi qu'il y avait finalement des ressources de nature particulièrement hétérogène qui constituaient ce système de ressources. Alors, qu'est-ce que la MDSR? La MDSR, c'est une situation simulée. Voilà pourquoi, avec Ludovic, on avait pensé intéressant de placer cette communication entre les deux autres, puisqu'elle convoque à la fois une conceptualisation qu'on verra ensuite, mais aussi cette situation simulée de prévision d'utilisation d'outils ou de ressources. C'est en quelque sorte une épreuve de défaillance, donc proposée au sujet. On l'invitait à se projeter dans une situation et à engager des ressources nouvelles en lien avec la défaillance de celles qu'il convoquait, mobilisait habituellement. Donc on crée une contrainte posant au sujet le fait que dans cette classe de situation, c'est-à-dire de manière ordinaire, ce qu'il cherchait à faire était cette fois-ci contraint par la défaillance de l'artefact qu'il mobilisait habituellement. Et puis, derrière ça, on invitait le sujet à identifier une ressource de substitution. Et donc, quelque part, on était dans un dispositif qui plaçait le sujet dans une contrainte et une substitution qu'il avait à proposer.
Alors, ces travaux, à l'origine, hein, avec Pierre Abardel, avaient des perspectives autour de conceptions anthropocentrées des artefacts. On n'est pas du tout dans... enfin, on va voir que je crée un décalage ici pour le discuter avec vous. C'était donc ces situations, elles permettent aux sujets, considérés comme des sujets capables, hein, on reverra ce point-ci, d'engager une activité réflexive qui portait sur leur propre système de ressources et éventuellement leur reconfiguration. Ce qu'on cherchait à voir, c'est finalement en quoi cette perturbation, cette contrainte liée à la défaillance, crée des formes de déplacement des systèmes de ressources, des reconfigurations qui, selon nous, sont indicateurs de développement. Le deuxième point, c'est que engager les sujets dans une telle situation, hein, qui invite finalement à des substitutions successives de ressources, revenait à inviter les sujets à enrichir, à développer leur propre système de ressources. Et derrière cela, ce qu'on a observé, nous, comme étant ou en tout cas ce que j'en comprends aujourd'hui à travers des expériences et des situations nouvelles que je vais vous présenter, plutôt à passer les sujets dans une capacité nouvelle, qui est celle de la substituabilité de leurs ressources. C'est-à-dire, non pas d'exercer une substitution en situation seulement, mais d'être dans la projection que pour réaliser leur activité, des substitutions sont possibles, souhaitables. C'est donc le caractère de substitution dans les situations qui nous a intéressés. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, la proposition avec le texte soumis, hein, elle est de reprendre pour partie la pierre de touche de la MDSR, qui était bien la substitution. Donc, cette fois-ci, ce qui nous intéresse n'est pas de créer une défaillance pour constater une substitution, mais de façon plus générale, de dire qu'en activité, les sujets ont l'habitude d'engager cette substitution. Et ce qui nous intéresse derrière cela, c'est qu'on pense qu'il y a là une dimension développementale intéressante à observer. Alors donc, j'ai repris des travaux que j'ai réalisés moi-même autour de mon doctorat ou ensuite, et des travaux que j'encadre aujourd'hui, des travaux de thèse que j'encadre, et j'ai essayé donc de les reconsidérer sous l'aune de trois catégories possibles de substitution de ressources. La première, autour de défaillance simulée ou réelle d'une ressource. On rejoint là la proposition initiale de la MDSR, mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités. La deuxième possibilité, c'est la rencontre opportune ou imposée avec un nouvel artefact, ce qui va engendrer finalement la substitution d'une autre par celui-ci. Enfin, comme troisième possibilité, l'abandon imposé ou volontaire d'une ressource. Donc je voudrais vous présenter quelques-unes des situations. Je ne vais pas les prendre toutes, vous les trouverez dans le texte, mais peut-être en prendre une ou deux de chacune pour les éclairer, ou une seule peut-être. Ludovic, tu me signaleras. Je ne t'ai plus en vidéo, donc tu me signaleras de vive voix quand on s'approche de la fin, du temps imparti. Donc, peut-être pour prendre un exemple du premier cas, je me suis aussi intéressé donc, depuis dans des travaux sur les situations de handicap, où on va pouvoir observer qu'une personne liée à des troubles de la santé ou à une déficience se trouve en situation de handicap. Alors, tout un vocabulaire, mais moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette idée de situation de handicap, c'est donc bien, il nous renvoie au fait que le handicap est situé, que c'est bien en situation. Je rejoins un peu toute la partie introductive d'ouverture de ce colloque, hein, pour bien insister sur l'importance de la notion de situation. Et finalement, ces troubles de la santé, cette déficience, elle crée une contrainte. Et cette contrainte, quelque part, elle est assez proche de la défaillance, de la contrainte qu'on imposait avec la MDSR. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'observer qu'alors, les sujets en situation de handicap, très souvent, vont développer des ressources nouvelles pour substituer la contrainte générée par ce trouble de la santé ou cette déficience. Donc on a quelque part des situations naturelles qui illustrent aussi cette question de la substitution de ressources. Peut-être une seconde, que vous trouverez dans le texte également, observée en classe de primaire, où s'engageaient des exercices d'apprentissage du calcul mental, et où l'enseignant dit à ses élèves,
en début d'année à des élèves de CP, je crois me souvenir, pardonnez-moi, vous retrouvez dans le texte, c'est ça, oui, pardon, leur dit, écoutez, maintenant, vous êtes des grands, on arrête de compter sur les doigts. Et donc, moi, je me suis intéressé à cette situation dont on pourrait discuter si elle est instrumentale ou pas. J'ai vu un petit peu ce qui était dit tout à l'heure, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse particulièrement. C'est bien l'idée que là, on a de façon peut-être ludique une contrainte qui s'impose et qui invite à des substitutions. Donc voilà, défaillance simulée ou réelle. En second point, des rencontres. Alors les rencontres, elles sont courantes dans nos vies quotidiennes, dans nos vies professionnelles. Elles sont courantes, des rencontres avec de nouveaux artefacts. Moi, j'avais peut-être envie de vous parler de celui de la conduite automobile avec Waze. Donc, c'est une thèse de doctorat sur le véhicule autonome que j'ai co-encadré et qui montre que ce Waze, donc, étant une application sur le téléphone mobile qui est un GPS et qui accompagne le conducteur. Et en fait, on observe que le conducteur en situation de conduite nocturne va utiliser Waze comme un traceur de trajet qui lui permet beaucoup d'anticipation et qui va se substituer pour partie à certains des indices qu'il va pouvoir habituellement observer en situation diurne. Les travaux sur le chatbot sont aussi très intéressants, menés par Marion Gray-Gentiletti, qui est en thèse de doctorat à Paris 8 actuellement, avec Françoise de Cortis et moi-même, et qui montre que un chatbot, donc c'est un agent conversationnel qui est implanté dans des situations de travail, cherche finalement, de manière institutionnelle, à substituer des modalités d'échange que les salariés avaient habituellement entre eux. Et donc, peut-être comme dernière possibilité, l'abandon d'une ressource au profit d'une autre. Et je voulais peut-être aller sur l'abandon volontaire, là aussi toujours sur le véhicule autonome dont je parlais tout à l'heure, une situation de conduite observée. Il y a un micro. D'avoir suivi donc, voilà. Donc, dans cette conduite automobile, où on pouvait observer que donc, le conducteur qui conduisait un véhicule hybride exprimait à quel point ce véhicule hybride était en phase avec ses valeurs, ses valeurs en lien, ses valeurs écologiques notamment, et avec un véhicule qui, effectivement, avec des accélérations maîtrisées, permettait de conserver une consommation électrique et non pas de carburant, pardonnez-moi, et confronté au véhicule autonome, observait que ce véhicule autonome n'avait pas dans des phases de simulation, pardonnez-moi, que ce véhicule autonome ne proposait pas cette conduite économe et environnementale, et expliquer à quel point ce véhicule, finalement, qui était en dissonance avec les valeurs qu'il portait dans sa conduite, ne le satisfaisait pas et pourrait entraîner son abandon. Ce que je voulais avec ces exemples, c'était dire que finalement, la MDSR, la défaillance et substitution, est une des modalités de substitution, mais qu'il y en a d'autres, et qu'on peut les observer avec ces différents exemples. J'ai presque fini, Ludovic, pour information. Donc, derrière ça, quelques perspectives de recherche me semblent s'ouvrir autour de cette substitution de ressources qui, je l'ai dit, constitue une situation de potentiel développement, en ce sens qu'elle invite à des reconfigurations du système de ressources. Peut-être que la première d'entre elles, c'est que, on pourrait discuter ensemble, mais qu'il y a un caractère fort de potentialité dans l'activité. Le sujet arbitre, le sujet choisi, décide des ressources qu'il va pouvoir mobiliser en fonction de l'objet de l'activité qu'il poursuit, en situation, et quelque part, cet éventail de ressources dans lequel il va pouvoir puiser rend compte de ce caractère de potentialité qui nous intéresse ici. Comme deuxième point, on avait, à travers ce travail de doctorat, identifié différentes caractéristiques qui permettaient de définir ce qu'était un système de ressources. Eh bien, il nous semble qu'il est tout à fait intéressant d'en ajouter une nouvelle caractéristique, qui est cette circulation des ressources au sein du système. On a pu observer, pardonnez-moi, je n'ai pas éclairé toutes les situations précédentes, mais on a pu voir que certaines ressources nouvelles émergent.
qu'elles sont quelque part testées en situation, qu'elles peuvent s'installer durablement, d'autres s'effacer. Et donc, on a un système de ressources qui est particulièrement dynamique et témoin encore là, à mon avis, du développement du sujet. Et enfin, ce que je disais en partie introductive, la substituabilité, c'est-à-dire le caractère de substitution qu'il est possible en situation, est probablement une capacité d'agir du sujet. C'est-à-dire qu'il a, le sujet a conscience, a connaissance de cet éventail de ressources et que l'une peut, en situation, selon les critères de son activité par exemple, devenir préférable à une autre et que cette substituabilité devient finalement comme une capacité supérieure pour son pouvoir d'agir. Voilà, je n'espère pas avoir été trop long, les modalités d'affichage sont un petit peu gênantes, mais j'en ai fini, pardon. Merci Gaëtan. J'ai pas coupé sur le chat. Je suis désolé du son haché. Moi, j'en ai une. Est-ce que, pour faire le lien avec l'atelier numéro 1, est-ce qu'on n'a pas tendance, en cas de faillite matérielle, à se rabattre sur de vieilles techniques ou sur de vieux instruments éprouvés? Oui, c'est une bonne question. Hein. Pendant mon doctorat, on était sur une situation de travail que je décris dans le texte, hein, si ça vous intéresse, mais situation de travail de professionnels qui planifiaient des interventions de maintenance pour une société de télécommunications, de télédiffusion. Et là, typiquement, l'entreprise avait fait ce que j'ai illustré ici, hein, un acte fort de table rase, invitant les professionnels à abandonner certains outils, puisque l'entreprise fournissait un outil de GMAO, de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, qui devait supplanter les outils existants. Ce qui était très intéressant, qui d'ailleurs a aussi initié ce travail avec Pierre Abardel, cette idée d'épreuve de défaillance et de substitution, c'est que finalement cet outil de GMAO était très instable. Et donc, il était courant que les professionnels perdent l'accès à cet outil qui était considéré comme l'outil du système d'information qui s'imposait. Eh bien, effectivement, ils se rabattaient alors sur leurs anciens outils, sur leurs anciens instruments, marqués par des technologies bien moins abouties, qui étaient des tableaux à double entrée, des tableaux papier, avec stylo, blanco et autres. Et donc, il y avait là quelque part l'assurance que cet outil avait fait ses preuves, un peu ce que je crois que Grégory disait tout à l'heure, que cet outil avait fait ses preuves, dont les fonctions étaient connues et maîtrisées, et quelque part qui, en lien avec la perte de l'outil, devenait quelque part une sorte de confortable substitution, car connue et maîtrisée. Donc c'était un exemple pour le dire, mais oui, il est probable, ça pourrait être intéressant que dans les autres situations, j'aille voir si l'appel à ces vieilles technologies est plus systématique que l'appel à des technologies peut-être contemporaines de celles défaillantes. Alors, moi, je dois dire qu'en qualité d'enseignant en médecine, j'ai été absolument fasciné par l'introduction de ce concept. Je ne t'avais jamais lu avant que Bernard nous mette en relation. J'ai trouvé ça très, très, très utile pour ce qui peut se passer en médecine, mais on ne va pas monopoliser le sujet sur l'enseignement en médecine. Peut-être que Guillaume avait des commentaires à faire. Il y a en tout cas une question ou une remarque de Grégory, alors à laquelle je n'aurai aucune espèce d'idée pour la réponse. Substituabilité ou vicariance, quel lien, quel rapport, quelle différence? Ouais, alors, 5 minutes. Ouais, non, je vais. Alors, moi, je crois qu'on parle peut-être de la même chose, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce serait à vérifier, mais en tout cas, le point d'entrée n'est pas du tout le même. La vicariance, c'est en quelque sorte la résistance des systèmes
c'est quelque part le fait qu'il s'auto-assure, alors avec des processus de redondance, de complémentarité qu'on peut observer. Moi, je pense que soit on a un regard anthropocentré, et auquel cas, ce qui va nous intéresser, c'est la substituabilité comme capacité d'agir d'un sujet. Soit on va regarder ce qui s'opère du côté du système, et on a une approche peut-être technocentrée, une approche, en tout cas, clairement pas celle du sujet, et on va regarder à quel point le système résiste à des défaillances, à des agressions. Donc, voilà, Grégory, peut-être pour... voilà, je pense qu'il y a des liens, mais ce n'est probablement pas le même regard. Je sais que Rabardel aimait bien discuter de l'approche anthropocentrée, de l'approche technocentrée. Plus tard, il a écrit des choses autour de l'approche anthropo-technocentrée, mais toujours anthropo, en tout cas en premier. Je pense que là, il y a quelque chose peut-être qui peut être de cette dualité-là. Il y a une question posée par Vincent Bocara. À t'entendre, la substituabilité semble être à la fois une propriété d'un système d'instruments et un processus réflexif. Qu'en penses-tu? Ouais, je crois, Vincent, j'ai vu apparaître ta question pendant que je répondais à la question de Grégory. Je pense que ce que je viens de dire s'applique aussi ici. Je ne suis pas sûr que la substituabilité soit du côté du système d'instruments. Je ne pense pas qu'elle soit du côté du système, je pense qu'elle est du côté profondément du sujet, et donc plutôt du côté du processus réflexif, sans doute. Par contre, la substituabilité, c'est quelque part une capacité d'agir qui vient assurer et conforter le système d'instruments. Voilà. Mais ces deux questions, j'ai fait peut-être des réponses un petit peu rapides, mais je pense qu'elles sont... enfin, voilà, merci de les avoir posées parce qu'elles m'interrogent beaucoup pour essayer de travailler ce concept de substituabilité qui m'occupe depuis maintenant quelques temps. Et je te remercie, Ludovic, de l'avoir repéré et de ce que tu as pu en dire. Alors, moi, comme je te l'ai dit, lorsqu'on a préparé cet atelier, encore une fois, je suis vraiment très, très intéressé par cet outil conceptuel. Donc, je pense que ça fera sans doute plaisir à Bernard, parce que je crois que c'est vraiment le sens d'un atelier comme celui-ci. On t'invitera au centre de simulation à Angers en séminaire pour qu'on puisse débattre de ça. Il y a juste une dernière question avant qu'on termine avec le troisième sujet de notre atelier. Donc, de Solveig Fernagu, que les individus substituent des ressources à d'autres est intéressant. Quels sont les facteurs qui participent de ce processus? Alors, peut-être, je vais reprendre l'exemple que j'ai donné. Je suis désolé, comme j'avais entendu que j'avais été coupé, j'ai eu peur dans ma présentation d'être de nouveau derrière, mais l'exemple de ce conducteur-là qui est face au véhicule autonome et qui perçoit une dissonance des valeurs en lien avec sa conduite économe et environnementale. Et puis des travaux que je mène aussi sur la permaculture. J'espère que vous m'entendez, je vois connexion instable. Bon, des travaux sur la permaculture, des travaux autour des questions de transition écologique et de développement durable montrent que j'utilise pas le terme facteur, mais peut-être un des critères qui contribue le plus à la substitution, c'est la question des valeurs, les valeurs du sujet. Et donc, on peut le voir là avec l'exemple de ce conducteur dont l'activité n'est pas... c'est-à-dire que l'objet de l'activité, qui est de se déplacer d'un point A à un point B en véhicule, est considérablement enrichi de buts émotifs, et notamment parmi les motifs, il y a celui de ces conduites économes, complètement inscrites, complètement en phase avec ces valeurs. Et donc, je pense que là, c'est un puissant moteur, la question des valeurs, pour inviter à la substitution. C'est peut-être l'un des plus forts, qui s'ajoute à des critères d'efficacité. Dans mon travail de doctorat, je m'intéressais beaucoup à des critères d'efficacité quand on est dans le monde du travail, dans un monde de performance. Ce qu'on entend très souvent, c'est des professionnels qui vont être tirés par ces enjeux d'efficacité. Lorsqu'on interroge les valeurs,
on n'entend que d'autres motifs qui guident l'activité. Très bien, merci. Donc, j'ai indiqué parce qu'en fait, on voit que le sujet déclenche après réflexion un certain nombre de questions, mais on va être obligé de garder un peu de temps quand même pour la troisième intervention. Je vais te rendre la main donc pour introduire les... Oui, alors donc, on entendait tout à l'heure que Lola Chier avait des difficultés à se connecter. Je ne sais pas si finalement, j'ai eu quelques échanges avec Grégory Munoz qui semblait dire que non, elle ne parvenait pas à le faire. Donc, je pense que c'est bien dommage, mais Grégory, je te laisse du coup nous dire ce qu'il en est. Je n'ai pas réussi à la voir, alors j'espère qu'elle n'a pas eu un problème elle-même. Voilà, les derniers échanges que j'avais, c'était qu'elle avait un problème à se connecter. Puis là, après, je n'ai pas réussi ni à la voir par téléphone, donc j'espère qu'elle n'a pas un problème. Voilà. Mais du coup, moi, je vais me substituer à sa personne pour présenter la communication elle-même. Alors, par contre, je sais qu'elle avait prévu de répondre en partie à des questions des coordinateurs et notamment dans sa troisième slide. Je ne suis pas sûr que je pourrais bien présenter sa troisième slide, mais voilà, je vais vous présenter donc le projet. Alors, est-ce que vous apercevez bien le diaporama? Oui. D'accord. Donc, il s'agit en fait là, on pourrait dire de technologies éprouvées par les enseignants, puisqu'il s'agit de... Lola s'est intéressée au plateau Montessori, donc utilisé par des enseignants, alors non pas des enseignants d'école Montessori, mais on pourrait dire d'école ordinaire, qui utilisent donc Montessori dans leur classe. Et du coup, on a regardé un petit peu le plateau Montessori comme un... Voilà. On a regardé les plateaux Montessori comme un système d'instruments pour en faire des études de cas auprès donc, de 2 enseignants qui étaient volontaires. Donc, c'est dans le cadre du mémoire de master didactique professionnelle réalisé donc, par Lola. Elle a donc pu travailler à la fois donc, en mobilisant les travaux sur les plateaux Montessori, donc à la fois en remontant à l'origine, on pourrait dire à la conception originelle de Montessori en 1936, et puis on pourrait dire Montessori redéfini, donc les artefacts retravaillés donc, selon Alvarez. Avec l'idée de regarder justement le système d'artefacts d'un côté, à savoir en fait de quel plateau les enseignantes se sont emparées, quel plateau elles ont installé dans leur classe, et puis ensuite, après, et quel plateau elles utilisent en termes de système d'instruments. Donc, au niveau de la méthodologie, justement, alors, la méthodologie de Lola a surtout... c'est surtout déployé, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu regarder un petit peu de développement, parce qu'elle a suivi les choses sur 2 années. La première année, elle a travaillé avec 2 enseignantes volontaires en faisant l'inventaire systématique, on pourrait dire, de tous les plateaux et de tout le matériel Montessori qu'elles ont installé dans leur classe, en proposant notamment de faire des plans. Donc, vous trouverez dans les papiers les plans d'organisation du matériel chez l'une et l'autre des enseignantes. Et puis, elle a pu aussi confronter les enseignantes à ces inventaires, donc en leur demandant quel était le matériel qu'ils avaient mis en place. Donc on s'aperçoit qu'elles mettent en place beaucoup de matériel. J'ai plus en tête tous les... Mais par exemple, on voit qu'ils ont environ une centaine de plateaux utilisés qui sont mobilisés dans différents champs d'activité ou domaines d'apprentissage usuels, notamment pour des apprentissages autour du langage, des apprentissages autour de l'activité physique, de l'activité artistique, des apprentissages autour de construire sa pensée ou des apprentissages autour du vivre ensemble pour chacune donc, des 2 enseignants. Donc, et puis, du coup, pour une des enseignantes,
Lola a pu mener des observations d'ateliers autonomes, hein, donc, où l'enseignante présente l'utilisation qui doit être faite du plateau pédagogique par les enfants, et les enfants, après, je pourrais dire, travaillent en autonomie avec les plateaux. Et puis, elle a pu faire aussi une autoconfrontation autour de ces observations pour une enseignante qu'elle a pu revoir une année après, hein, dans le cadre d'un master qui a pu se faire en 2 ans, hein, où là, elle a mené une autoconfrontation comparative en comparant, je dirais, son installation des plateaux dans sa classe il y a 1 an, et puis la nouvelle installation, on pourrait dire, dans sa classe actuelle. Et puis aussi, bien évidemment, elle s'est centrée sur les usages, hein, de ces artefacts, et notamment des changements d'usage pour certains artefacts, pour certains plateaux pédagogiques Montessori. Donc, quelques éléments de résultats. Hein. Donc, bien évidemment, un même système d'artefacts renvoie à 2 systèmes d'instruments chez les 2 enseignantes différentes. Hein. Donc, il apparaît que le système d'artefacts commun regroupe à la fois le matériel didactique initialement développé par Montessori et le matériel recommandé par Alvarez, hein, à différents niveaux pour chacune des 2 enseignantes. Ensuite, au niveau de l'inventaire, de l'analyse issue de l'inventaire et l'autoconfrontation à la fois à l'inventaire et au plan d'installation des plateaux Montessori dans les classes, hein, il en est ressorti donc une caractérisation de certains éléments des systèmes d'instruments des enseignants. Hein, donc on est dans la même approche que vient de présenter Gaëtan Bourmeau, donc avec effectivement des caractéristiques des systèmes d'instruments. Une des caractéristiques, c'est le caractère hétérogène des différents instruments qui peuvent être mobilisés pour former un système. Hein. Donc avec à la fois l'idée que on va choisir différents artefacts. Donc dans les 2 classes, les choix peuvent être différents, et quand ce sont les mêmes, je dirais les usages, hein, peuvent être différents. Donc effectivement, après, un système d'instruments est lié aux objectifs de l'action poursuivie par le sujet, hein, et là, bien évidemment, ça va être lié aux ateliers autonomes mis en place par les enseignants, avec là, on pourrait dire, simplement quelques observations. Nous n'avons pas pu observer, bien évidemment, tous les usages de l'ensemble des plateaux, hein, et Lola s'est centrée sur quelques usages de plateaux. Donc, bien évidemment, le système d'instruments est très différent d'un opérateur à l'autre, hein, d'une enseignante à l'autre, hein, ce que vous pourriez voir dans les éléments liés au plan d'installation du matériel, et puis les différents usages qui peuvent être faits, y compris d'un même plateau. Et enfin, des sous-systèmes apparaissent, des sous-systèmes d'instruments, et notamment, Lola avait fait apparaître donc, la notion de l'exemple de la pince chez l'enseignante numéro 1. Voilà. Et puis, on a aussi, une des caractéristiques d'un des systèmes d'instruments, c'est qu'un des instruments du système peut avoir un caractère important. Hein. Donc, on parle dans cette approche du système de ressources instrumentales d'instruments pivots. Hein. C'est l'instrument autour desquels s'organise une partie des autres instruments, et notamment chez l'enseignante numéro 2, elle a ce qu'elle appelle le cahier de suivi qui lui permet justement de noter l'utilisation de tel ou tel plateau et auquel elle se réfère en fait pour pouvoir organiser une partie de son activité autour de l'usage de ces plateaux Montessori. Alors, c'est là où j'en arrive à ma dernière diaporama, où en fait Lola avait retravaillé pour pouvoir répondre un peu à quelques questions spécifiques des relecteurs du texte et puis des coordinateurs. Hein. Et du coup, c'est vrai que là, je vais être un peu plus sec, si je puis dire, dans le sens où Lola avait repéré des catachrèses, hein, notamment le fait qu'il y a un détournement de fonctions pour certains usages, hein, donc avec un matériel dont je n'ai plus l'intitulé sous les yeux, hein, qui va être, au lieu d'être mobilisé pour faire de la géométrie, une des enseignantes le mobilise, par exemple, pour apprendre les couleurs. Donc, elle détourne l'usage d'un matériel. Et puis enfin,
Lola voulait vous parler aussi de déploiement de fonctions, avec l'idée après aussi de diviser, on pourrait dire, les plateaux dans des sortes de familles d'instruments ou de sous-systèmes d'instruments, hein, en isolant par exemple des différents plateaux selon le niveau de difficulté. Donc en fait, après, c'est l'enseignante qui lui explique qu'elle a réuni certains plateaux en plus. Donc, pardon, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, l'organisation des classes en fait, était très liée à des systèmes d'usage en fonction des domaines d'apprentissage que voulaient déployer les enseignantes. Hein. Et outre, donc, on pourrait dire une sorte de répartition géographique liée au domaine d'apprentissage, hein, donc mobilisé donc, par usage, hein, en fonction de ce que l'enseignant veut faire du matériel pédagogique, hein. Il y a aussi après une organisation aussi en termes de niveau de difficulté, par exemple, que je pense voulait montrer, illustrer Lola avec donc, cette image-là d'une possibilité de redéploiement de fonctions, entre guillemets, en mobilisant donc les niveaux de difficulté d'un même artefact ou justement de différents artefacts visant le même domaine d'apprentissage. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop fluctuant et trop trouble sur cette dernière diapo. Veuillez m'en excuser. Non, je crois que tu en as quand même dit beaucoup. Peut-être, voilà, on va aussi laisser le temps de venir aux questions. Oui, moi j'ai lu avec intérêt hein, cette communication, Grégory et donc Lola. Ce qui me semblait aussi intéressant dans votre proposition, c'était de regarder à leur mesure les artefacts sous un angle systémique. C'est-à-dire pas simplement les instruments, les ressources sous un angle systémique, mais déjà les artefacts. C'est un point, je pense, qui est porteur de fonctions par ceux qui les ont conçus, par ceux qui les ont choisis pour soi ou pour d'autres, et qu'avant que s'engagent les genèses instrumentales, bon, la question, on pourrait poser la question à quel moment elles s'engagent ou à quel moment elles ne sont pas encore engagées sur un système d'artefacts, parce que dès lors qu'on peut y repérer des fonctions et qu'on a une activité de prise d'information sur l'artefact, il est probablement déjà le temps de la genèse instrumentale. Mais ça, peut-être tu pourrais en dire un mot si tu... Enfin, voilà. Mais oui, ce que je trouve intéressant, c'est du coup de dire, voilà, ces artefacts, ils ont été conçus, pensés dans cette idée qu'ils forment système. Et que du coup, porter une attention sur ce qui a été anticipé comme des redondances, des complémentarités, peut-être des contraintes, en tout cas des liens entre chacun, je trouve que c'est intéressant de l'avoir posé comme tel, dans cette situation, qui pour le coup, j'en connais peut-être comme un peu tout le monde sur la pédagogie de Montessori, et j'en ai appris du coup pas mal en lisant le texte, mais voilà, se positionne comme une proposition fonctionnelle, un ensemble de propositions fonctionnelles à saisir. Et puis du coup, peut-être pour ajouter juste un dernier point, la proposition d'identifier des familles, je trouve aussi extrêmement intéressante, d'aller essayer de repérer finalement en quoi ces instruments qui forment système, qui forment même peut-être des différents sous-systèmes, peuvent se référer, être catégorisés comme formant une famille. Alors, peut-être un des points, mais tu vas me dire ce que tu en penses, mais un des points qui permet déjà aujourd'hui de le dire à travers les travaux sur les systèmes d'instruments et les systèmes de ressources, c'est que une façon de les catégoriser en famille, c'est d'identifier des classes de situation. Et finalement, si à l'intérieur d'une classe de situation, il y a une forme de stabilité des ressources et instruments qui forment système et qui sont mobilisés par les sujets, alors il y a là déjà une catégorisation de liens, quelque part de proximité, de liens établis entre eux. Comment, du coup, c'est peut-être ce point, alors je ne sais pas, comme tu as dit que tu semblais moins bien maîtriser cette partie-là, mais comment sont opérées ces catégories de familles, sur quelle base? Pardonne-moi si tu l'as dit, je ne l'ai peut-être pas compris.
Alors, c'est là où je vais être un petit peu sec, effectivement, donc j'ai peur de mal répondre, en fait. En fait, parce qu'il y a déjà, en fait, il y a les parce qu'il y a déjà deux choses à maîtriser, hein, pour les enseignantes. En fait, il y a les familles qui sont liées, en fait, aux propositions de Montessori revues par Alvarez, et puis les familles, en fait, qui sont, on pourrait dire, éducation nationale, en fait, hein, parce que c'est des enseignantes de l'éducation nationale, comme je l'ai dit, ce pas des enseignantes d'école Montessori, donc elles sont obligées déjà de faire un lien entre ces deux domaines d'apprentissage, en fait, hein, et du coup, ils ne se recoupent pas tout le temps, en fait, hein. Donc, et notamment, il y a une forme de mise en famille qui est assez étonnante. Là, c'est cette histoire de former une famille avec l'histoire de la pince, en fait, hein, que je ne maîtrise pas très bien. Justement, je n'ai pas tout compris la subtilité des éléments. En fait, avec notamment alors, en fait, la pince de l'élève, en fait, hein, parce que c'est des petits, etc. Et on n'est plus sur de l'activité pratique, on doit manipuler des objets, etc. Et notamment en utilisant voilà, la pince avec le pouce, hein. Et puis, il y a une des enseignantes qui va classer ça, si j'ai bien compris, avec le langage, alors, ce qui paraît étonnant, mais peut-être en projetant à l'utilisation de l'écrit plus tard. Alors, c'est ça que je n'arrive pas bien à maîtriser. Et donc, du coup, on voit bien que les familles, elles sont aussi liées, je dirais, aux intentions des acteurs. Après, pour pouvoir te répondre pas complètement, justement, on n'a pas fait de manière systématique, on n'a pas fait suffisamment d'observation d'utilisation des plateaux. Mais en fait, à un moment, j'avais dit à Lola que de toute façon, on ne pouvait pas tenir tout le système. Il fallait peut-être se centrer sur l'utilisation d'un ou deux plateaux, hein, pour justement essayer de tenter de voir quelle situation, entre ce que les enseignantes énonçaient soit dans leurs entretiens confrontés au plan ou confrontés à l'inventaire qu'avait réalisé Lola à partir de leurs entretiens et des plans, en fait, et bien évidemment, en activité, ils font encore autre chose, hein. Mais par contre, ça, voilà, on a vu des petits aspects par des observations, mais pas suffisamment systématiques pour pouvoir justement aller sur les classes de situation. Mais je pense que ce serait tout à fait fécond de poursuivre en ce sens l'analyse, effectivement. Oui, merci Grégory. Ludovic, je ne sais pas ce que tu en penses, il nous reste un quart d'heure. Est-ce qu'il y avait des questions qui pouvaient peut-être être adressées à Grégory et à Lola par son entremise, et puis peut-être aussi de réouvrir le temps des questions à Guillaume sur sa première présentation. Il y en avait plusieurs qui étaient arrivés. Je ne sais pas si c'est toi qui maîtrisais comme j'allais intervenir, je ne sais pas si on en a coupé quelques-unes ou pas, mais ou peut-être Grégory intervenir sur la présentation de Guillaume et inversement. Enfin, voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut aussi se donner cette opportunité de dialogue. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de remonter le chat. Moi. Guillaume, dans ce qui a été dit ensuite, vous vouliez réagir voilà, Mais j'avais oui, une petite une idée, une réflexion. C'est qu'en écoutant donc, et en ayant lu l'acte pour la MDCR, et donc je me suis posé la question de la substituabilité en simulation en santé. Et en fait, je me dis que c'est déjà un niveau élevé de ce qu'on pratique, mais pour la formation continue et pas au début, pour les échelons de base de formation continue. C'est-à-dire que on pratique la simulation dans un axe de gestion des risques et de qualité, à partir des événements indésirables graves ou itératifs que l'établissement nous transmet. Quotidiennement, on a un recensement des événements indésirables. Et donc, nous, on les transforme en scénarios de simulation. Mais effectivement,
ce principe de substituabilité, ça n'est pas ce qu'on va pratiquer quand on a des étudiants qui ont bien d'autres échelons à passer, bien d'autres choses à apprendre avant cela. Mais par contre, pour des professionnels en formation continue, des professionnels de santé qui sont aguerris, habitués à la simulation, qui n'ont plus peur d'être observés, qui connaissent bien l'environnement, les caméras, qui connaissent le principe du débriefing, c'est quelque chose de très intéressant de simuler des… Alors je pense par exemple à des pannes matérielles ou des erreurs humaines. Et donc, voilà, j'ai fait le lien et je me suis posé la question de ce concept que finalement j'ai découvert sur le plan théorique en lisant les actes du colloque. Voilà. Effectivement, ce qu'on a commencé déjà de réfléchir, c'est en formation continue, à l'échelle de simulation d'équipe, et pas pour des étudiants qui découvrent la simulation, l'apprentissage de gestes diagnostiques ou de gestes thérapeutiques simples. On est sur des fonctionnements en simulation déjà très, très élaborés, effectivement. Mais oui, du coup, ce qui est intéressant, hein, que j'essaie de regarder, c'est que les travaux qui m'ont amené à penser la substituabilité, ce sont des substitutions assurées par un sujet capable. Donc, on a derrière toute une conceptualisation. Hein, alors c'est proposé par Rabardel, ensuite de Ricoeur. Pastré, dans son ouvrage Didactipro, en parle aussi beaucoup, hein, de ce sujet capable. Et ce sujet capable dans des situations comment dire, habituelles, courantes, connues, dont il a grande expérience. Je le disais tout à l'heure, c'était MDSR, je fais travailler auprès d'étudiants de Master 1. Je leur dis toujours de focaliser sur des sujets et des mises en situation de sujets dans des situations qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, dont ils ont grande expérience, évidemment, parce que sinon, on tombe sur des substitutions aberrantes. Bon, c'est peut-être le risque. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense, comme le disait Ludovic, je pense que c'est à réserver comment dire, à des situations particulières et des sujets qui sont, lorsqu'on est dans une perspective de développement, à des sujets qui probablement maîtrisent déjà certaines choses. Alors, derrière, l'idée, c'est peut-être de penser substituabilité et développement. Et donc, on peut peut-être prendre le risque quelque part d'exposer les sujets dans cette situation-là, mais je pense qu'il y a à tenir finement ces liens hein, de situation maîtrisée. C'est probablement moins hétérodoxe dans le champ de la médecine que dans d'autres champs pédagogiques. Parce qu'en fait, en médecine, par définition, on va être confronté à des situations où ça ne va pas comme ça devrait aller. Et donc, moi, je me vois bien discuter, mais on peut en discuter, Guillaume, en d'autres circonstances. Je me vois bien rajouter la substituabilité dans l'un des critères qu'on liste habituellement dans les Crisis Resource Management. Il y a un certain nombre de compétences transversales qui devraient être possédées par tous les soignants, telles que l'optimisation de l'environnement humain, instrumental, l'optimisation des ressources disponibles, etc. Et on pourrait très bien imaginer que dans ces CRM, c'est comme ça qu'on les appelle, on ajoute la compétence qui est celle de substituer un outil, un instrument, lorsque un autre, celui qui aurait été choisi en première intention, devient défaillant. Donc, je pense qu'on est quand même sur un développement possible d'une compétence transversale. C'est vraiment intéressant, je trouve. Vraiment intéressant. Moi, je voulais aussi adresser peut-être une remarque à Guillaume, parce que je trouvais extrêmement intéressant ce que vous décriviez de cet espace à la fois de développement, de ces séances de simulation, et
et que vous avez appelé d'espaces protégés. Voilà, c'est le terme que j'ai noté que vous disiez. Ces espaces protégés où évidemment, hein, dans un espace de développement, l'assurance, la mise dans des conditions favorables des sujets est très importante. Je m'interrogeais à savoir si vous fixiez des règles. Par exemple, je le disais, quand je me suis présenté, je dis que j'étais ergonome européen, donc moi j'ai une activité de conseil et j'accompagne les entreprises sur différents sujets. Et ce matin, j'étais dans une d'entre elles où on travaille sur une problématique de risques psychosociaux et où on a créé un groupe de travail qui se réunit depuis 1 an et demi. Et on a très tôt fixé des règles, je vous les partage, donc des règles de fonctionnement du groupe, de bienveillance, de manière à assurer une écoute des autres. Une autre règle donc, de souveraineté qui autorise à chacun à s'exprimer, à dire « je » et peut-être à commettre des erreurs, à proposer des choses qui ne seront pas… Et puis un autre principe de confidentialité. Et ces 3 règles, on les a posées, elles garantissent que cet espace est protégé et donc permettent la mise au travail des personnes qui sont là et évite de les insécuriser, peut-être pour reprendre la proposition de Béatrice à l'inverse, évite de les insécuriser. Voilà, je m'interrogeais s'il y avait ces règles et lesquelles et comment. Oui, eh bien, évidemment, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je détaille dans l'acte, mais je n'ai pas eu le temps de détailler tout à l'heure dans la présentation orale. Donc, on a effectivement un briefing avant session de simulation. Alors, il y a quelques années, on appelait ça pré-briefing, briefing technique, briefing médical. Maintenant, on a utilisé la définition, la proposition d'un outil de nos collègues de Poitiers, en particulier Denis Oriot, donc le briefing des 3 S. Alors, le briefing de la simulation, briefing de la salle et briefing de la situation. Alors, le briefing de la simulation est très important puisqu'on édicte les règles éthiques de la simulation, le droit à l'erreur, les valeurs, la bienveillance, mais on va même jusqu'à passer un contrat fictionnel entre les accompagnateurs et les apprenants. Le contrat fictionnel, on va faire en sorte de faire que les situations soient les plus réalistes, les plus proches de la réalité possible, les plus proches de vos situations professionnelles. Et on vous demande, vous, les apprenants, de faire comme si vous étiez en situation réelle, c'est-à-dire d'y croire et de faire en sorte de vous immerger dans les situations. Sur la protection ou la sécurisation, il y a également la notion des droits à l'image. Donc bien sûr, il y a des vidéos, vous allez être observé, mais vous êtes totalement libre de votre image. On distribue un questionnaire en début de session et ils acceptent ou pas qu'on utilise les vidéos, d'ailleurs à des visées pédagogiques, qui ne sont pas mis sur un site public ou Internet. Donc ça, c'est l'autre chose. Et puis, il y a l'observation. On est là non pas pour vous juger, on est là pour faire en sorte qu'on discute entre pairs et avec les accompagnateurs pour améliorer nos pratiques et apprendre ensemble sans risque. Là, le grand intérêt du centre de simulation, c'est d'apprendre sans risque pour le patient. Donc, vous êtes observé, mais pas jugé. Voilà pour faire un peu synthétique sur le briefing du premier S, la simulation. Ensuite, il y a le briefing de la salle qui est très important, c'est que pour qu'ils s'immergent, il faut qu'ils soient à l'aise dans l'environnement. Donc, dans l'environnement, on leur présente la salle dans laquelle ils vont découvrir une situation professionnelle avec les différents éléments, les différents matériaux de la salle, mais il ne faut pas oublier dans ces matériaux, j'implique l'instrument principal, c'est-à-dire le simulateur, qui sera un simulateur synthétique ou humain. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec le simulateur synthétique, jusqu'où on peut aller, quels gestes on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut faire avec notre patient simulé? Est-ce qu'on va vraiment le piquer? Ben non, il y a une clause de ne pas faire souffrir le patient simulé, une clause de respecter son intimité, donc on a dû évaluer au préalable jusqu'où souhaite aller le patient simulé. Certains vont accepter qu'on les ausculte, d'autres n'accepteront pas qu'on entrouvre la chemise. Donc tout ça, ça fait partie de la présentation de la salle et de l'environnement.
Et puis, enfin, il y a le briefing de la situation. Donc là, c'est quelques mots pour introduire la situation à laquelle on va les confronter. Donc, nous sommes mercredi, il est 10 h, vous rentrez dans la chambre 36 de Monsieur Gustave, qui a été admis dans le service il y a 3 jours pour une colique néphrétique. Il a appuyé sur la sonnette d'alarme, vous rentrez pour voir ce qui se passe. Ça, c'est le briefing, anciennement briefing médical et qu'on appelle maintenant briefing de la situation. Voilà, donc à l'issue de ces règles et de ce briefing des 3 S, là, s'ensuit la situation, la mise en situation, courte, 10 à 15 minutes, et puis la 3e séquence sera donc le débriefing qui va durer 2 à 3 fois le temps de la mise en situation, en moyenne. Voilà pour la séance de simulation. Bien. Merci à tous. Je serais tenté de laisser le mot de la fin à Bernard. Je voudrais remercier à titre personnel pour cette initiative. Je suis vraiment très, très intéressé par ces échanges transdisciplinaires et je pense qu'on n'aura pas été déçus de cette première après-midi. Bernard, si tu nous entends. Oui, je vous entends, je t'entends et je te remercie aussi parce que, en fait, je dirais aussi bien les animateurs que les contributeurs ont amené la richesse de cette journée et ça me donne vraiment envie de poursuivre. Alors, on va poursuivre demain matin à partir de 8 h 30. Même, ce serait bien que vous soyez connectés un petit peu avant, mais on pourrait aussi poursuivre après et réfléchir à pérenniser un certain nombre d'échanges. Et j'ai vu que Béatrice avait déjà commencé à faire un petit résumé avec une suite de mots de cette journée dans le groupe LinkedIn. Donc, ça va être peut-être un premier moyen de continuer après-demain. Et puis, bon, par la suite, on verra. Bon, tu as coupé. Oui, tu avais évoqué lors d'un échange préparatoire l'idée d'avoir un position paper ou quelque chose ou des écrits. Je pense qu'il faut qu'on y songe sérieusement parce qu'il y a de la matière pour ça. Voilà, et je vous dis donc à tous bonne soirée et à demain matin. Merci, à demain. À demain.